Bienvenue à ce laboratoire, préparation laboratoire 6, le dernier de la session. On voit aujourd'hui les deux techniques là, pour l'analyse de deux variables, le test du Qui2 et la régression linéaire. Alors, je vous montre comment faire sur Excel. J'explique pas vraiment le fonctionnement, là, ça vous devriez le savoir, ou l'avoir fait un petit peu en exercice. Le test qu'on va faire pour le test du Qui2, on commence par ça. C'est j'ai les 74 profs de sciences nature. Je veux connaître si le fait d'avoir une pointe de cheveux qui descend dans le front est lié à la couleur des yeux. Donc, c'est des caractéristiques génétiques là, que je veux valider si, par exemple, est-ce que c'est des caractéristiques indépendantes génétiquement ou il y a des liens entre ces deux caractéristiques. Mais le contexte n'est pas tellement important. Je vous montre comment faire. Première chose, là, bon, on suppose qu'il y a des hypothèses, je vous les peut-être écrire dans le laboratoire. Mais là, on va commencer juste avec l'insertion. On va aller chercher les données observées. Pour faire ça, on va utiliser un tableau croisé dynamique. Et je m'en vais chercher les données qui sont dans mon tableau. Donc, je fais un CTRL-A pour aller chercher toutes les données. Puis, je vais maintenant glisser les variables qui m'intéressent dans les lignes et les colonnes pour avoir mes valeurs observées. Alors, les variables qui m'intéressent pour mon exemple, c'est les cheveux et la couleur des yeux. Il me reste une valeur, quelque chose à glisser dans les valeurs. Je prends n'importe quoi, en fait, c'est pas très important. Je vais prendre les yeux, je m'assure qu'il est en nombre et tout va bien. Alors là, vous voyez, j'ai les données observées, donc le nombre de personnes qui ont les yeux de chaque couleur, s'il y a une pointe de cheveux ou non dans le front. Il y a 6 cases finalement, et bon, c'est ça qui m'intéresse. On veut éviter de faire référence au tableau croisé pour les formules, parce qu'Excel, il fonctionne pas si bien avec ça, donc je vais juste les recopier. Fréquence observée, avec un S. Puis là, je vais juste prendre les résultats qui sont ici, faire un copier et les coller ici comme valeur. Voilà. Donc là, je vais même me mettre, tiens, on va mettre ça haut, là. Peut-être une petite... ça n'a pas besoin d'être si beau, là. C'est juste des calculs qu'on fait là-dedans. Mais juste pour distinguer là, les fréquences des totaux. Et des totaux de lignes et de colonnes. Peut-être même mettre une petite bordure, tiens, comme c'est j'ai. Donc, deuxième étape, ça, c'est le nombre de personnes que j'ai observées, les différentes caractéristiques. Le but, c'est pas de rendre ça incroyablement beau, c'est plus de faire les calculs. Donc, prochaine étape, c'est de calculer les fréquences théoriques. Et les fréquences théoriques sont calculées à partir des fréquences observées. Le truc rapide, c'est juste de, encore une fois, faire un copier-coller et les coller ici. Tiens, je pourrais même garder là, la mise en forme pour avoir les petites bordures qui sont déjà là. La fréquence théorique, ça ne change pas les marges, ok? Donc les totaux de lignes, totaux de colonnes restent semblables, mais pas l'intérieur. Je vais juste détruire ce qui est à l'intérieur et recalculer les cases qui viennent à l'intérieur. Alors, c'est là la partie cruciale, donc attention là, de bien suivre le raisonnement ici. On va devoir bloquer les cases et tout ça. Donc, égal pour faire la formule. Souvenez-vous que la formule, c'est de faire la multiplication de la valeur totale de colonnes, la totale de lignes, divisé par total. Bon, là, on prend une respiration, puis on se demande qu'est-ce qu'on doit bloquer. Donc, remarquez ici là, la case qui est en bleu, le A15, c'est la case du total de la colonne. Moi, j'aimerais ça que cette case-là puisse glisser horizontalement, mais pas verticalement. Donc, j'aimerais ça bloquer le 15, puis pour ça, je mets un signe de dollar devant le 15. La case rouge, le D13, j'aimerais ça qu'elle puisse bouger de haut en bas, mais pas de gauche à droite. Donc, j'aimerais ça bloquer la colonne D. Je vais mettre un signe de dollar devant ici. Le total, le 74, moi, je veux pas qu'il bouge du tout. Ok, je veux ni qu'il glisse vers la gauche, ni vers la droite, ni vers le haut, vers le bas. Donc, je vais bloquer à la fois sa ligne et sa colonne. Oups, comme ça. Magnifique. Donc là, si vous comprenez ça, ben, c'est pas mal la commande la plus difficile dans ce cas-là. Je peux glisser vers la droite, ensuite vers le bas. Il y a beaucoup de décimales, c'est peut-être un peu trop, donc on va s'en enlever quelques-unes, c'est garder ça à une décimale, et voilà, le tour est joué. Donc vous avez les fréquences théoriques ici. Remarquez, là j'avais pas préparé ça d'avance, là, donc là, vous voyez, on a un petit problème. Donc là, théoriquement, il faudrait s'assurer que les conditions d'application sont remplies. C'est pas le cas ici, je vais poursuivre quand même, mais tu sais, en examen, par exemple, faites attention, ça devrait pas survenir, généralement. Mais les fréquences théoriques sont trop faibles, elles n'atteignent pas 5. On va quand même poursuivre, là, et je vais juste écrire ne sont pas toutes supérieures à 5. Donc, attention à la condition d'application. Ok, je vais quand même poursuivre parce que, pour vous montrer comment faire le calcul. Donc, ici, calcul
de la statistique. Donc, le calcul de la statistique, ça a l'air compliqué. Donc, quand on le fait là, en pratique, c'est la partie la plus longue, mais en fait, sur Excel, c'est extraordinairement simple. Comment on fait? Ben, on doit prendre, là, j'ouvre la parenthèse, je prends la valeur de la fréquence observée, moins la fréquence théorique, je mets ça au carré, et je divise par la fréquence théorique. Voilà. J'ai rien besoin de bloquer dans cette formule-là. La raison, c'est que je veux que chacune de ces cases-là puisse bouger de haut en bas et de gauche à droite. Okay? Donc, tout fonctionne bien. J'ai pas besoin de mettre de signe de dollar. C'est beaucoup plus simple que les fréquences théoriques. Et là, j'ai ma réponse ici, que je vais glisser soit vers la droite ou vers le bas, là, puis ensuite, comme ça. Il y a 6 cases, donc je m'assure de préserver le bon format là, du tableau, la partie intérieure du tableau, et pas l'image. Et là, je peux enlever quelques décimales au besoin, toujours m'en garder une. De toute façon, Excel, derrière, lui, il fait il garde plus de décimales. Donc, total de la statistique. Good. Comme ça. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est additionner ces valeurs-là. La formule du Kido, il faut additionner le résultat pour chacune des cases. Donc, je vais prendre la formule somme. Et ensuite, je peux même sélectionner, tiens, voilà, les 6 cases ici. C'est fini. Donc, la valeur observée de ma statistique, c'est 4.8. La question, c'est est-ce que c'est élevé, ça? Okay? Donc, est-ce que c'est une preuve assez forte pour pouvoir rejeter H0? Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Comme ça. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller chercher la valeur du Ki2. Vous pouvez aller chercher dans votre table, dans l'examen, mais sur Excel, ben, il y a une façon qui se fait très bien. Ça s'appelle la formule loi.qui. Oups. Elle est écrite avec un K, c'est vrai, sur Excel. Donc, Ki2 droite, tiens, ça me semble bien, là. Ki2 inverse droite renvoie pour une probabilité unilatérale à droite donnée la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi du Ki. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Puis en plus, elle est pratique, cette formule-là, parce que vous devez donner la probabilité à droite. Donc, vous donnez votre seuil. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin de faire de calcul ou quoi que ce soit. Si vous faites un test au seuil de 5%, vous écrivez 5%. On va écrire 0,05 en pratique. C'est la probabilité qui nous demande en premier. Vous pouvez voir, là, quand vous écrivez une formule, là, vous voyez là, les éléments. Celle qui est en gras, c'est celle que je fais présentement. Puis dès que je vais mettre un point virgule, là, on passe à la deuxième, qui est les degrés de liberté. Le degré de liberté, dans ce cas-là, ça va être, vous avez une formule pour ça, là, c'est 1 fois 2, donc ça va donner 2 ici. J'aurais pu les calculer sur Excel, là, je ne l'ai pas fait ici. Et là, Excel nous calcule directement la valeur critique, là, donc 5.99. Ici, la statistique n'atteint pas la valeur critique, donc c'est pas des preuves suffisantes, on pourrait faire une conclusion, là. Mais là, faites attention, les fréquences, la condition était même pas atteinte. Donc pour la conclusion, je prends pas plus de temps que ça, là. Le reste, vous devriez comprendre cette valeur-là, le Ki2 critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas nécessairement sur Excel que ça se passe. Voilà, donc ça, c'est les techniques pour le test du Ki. Ensuite, on passe à la régression. C'est plus simple, la régression. Vous allez voir, là, il n'y a rien de bien spécial. Donc, la première chose à faire pour la régression, c'est de créer un nuage de points. Donc là, nous, notre situation, ça va être d'étudier le lien entre la taille d'un arbre et sa circonférence de son tronc, et sa taille, sa hauteur totale. C'est des fausses données, là, celle-là. Comparé à l'autre, c'était des vraies données, mais ça, c'est des fausses données que j'ai générées. Donc, je vais insérer ici, là, c'est le tableau, c'est le graphique le plus simple à faire du cours au complet, donc c'est quand même plaisant. Donc, vous allez chercher ici, vous avez le petit nuage de points. Donc, on va insérer un nuage de points comme ça, tout simplement. Je vais voir ça un petit peu. Puis, on n'a même pas besoin de grouper les résultats parce que c'est pas un graphique groupé. Okay? Donc, j'ai juste besoin d'aller faire une sélection de données. J'ajoute comme d'habitude, une série. Puis là, dans la série, contrairement aux autres types de graphiques, vous allez sélectionner les X et les Y. Donc là, je vais sélectionner mes X. Moi, j'aimerais ça prendre mes X comme la circonférence, parce qu'on aimerait ça peut-être des fois, c'est difficile de mesurer un arbre. On aimerait ça juste prendre sa circonférence et essayer d'estimer sa taille totale. Donc là, pour faire la sélection, là, il y a un petit truc, quand vous cliquez en haut, vous faites CTRL majuscule, flèche en bas. Voilà, on a sélectionné la colonne. Et là, on va aller sélectionner les Y. Là, faut malheureusement remonter. Et je prends en haut, CTRL majuscule en bas, super, c'est fait. Et je fais juste OK, j'ai mon nuage de points.
Remarquez, le nuage de points là, c'est vraiment beau, là, c'est magnifique, c'est des fausses données générées par moi. Et là, ben, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste mettre ça beau. Alors là, je vais juste peut-être afficher, ajouter mes titres d'axe. Puis après ça, aller modifier titre. Donc là, ça va être taille d'un arbre selon sa circonférence. Puis là, ben, je vais avoir sa taille. Dans ce cas-là, la taille est en mètres. Et ici, la circonférence est en mètres aussi. Donc voilà, c'est pas, c'est très simple de faire le diagramme de dispersion comme ça. Là. Le nuage de points, ça se fait très rapidement. Bon. Deuxième étape, là, une chose que Excel fait, c'est que vous pouvez, vous cliquez sur les points, vous cliquez sur un point dans la série, vous faites un clic droit, et là, vous allez pouvoir ajouter une courbe de tendance. Okay? Donc là, ça, c'est très pratique. Donc, à droite, apparaît un volet là, où est-ce que vous pouvez ajouter votre courbe de tendance. Ici, nous, on va toujours prendre la linéaire. Dans d'autres contextes, on pourrait ajouter des courbes exponentielles. Tout ça, c'est plus difficile à interpréter. Puis, si on descend, les choses qu'on aimerait savoir, c'est afficher l'équation sur le graphique. Donc, on aimerait savoir la formule. Vous voyez, elle vient d'apparaître. Et afficher le coefficient de détermination. Ça, j'aimerais bien ça aussi. Alors là, je ferme le volet. Vous voyez, la droite de régression, maintenant, elle est apparue. Là, on la voit pas beaucoup parce qu'elle est en pointillé à travers un peu les points. Mais bon, elle est là. Bon, après ça, sur côté esthétique, là, on peut aller changer les marques. Donc, on pourrait aller les modifier, les mettre, supposons, si je les veux en noir. Là, ça, c'est le contour des marques. Je pourrais les mettre plus petites. Donc, option des marques. Je pourrais changer leur type ici. Moi, j'aime bien les petits ronds. Peut-être les mettre plus petits parce qu'il y en a beaucoup. Puis j'aimerais ça peut-être les mettre en noir parce que je trouve ça plus joli. Tiens, voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, ça c'est bizarre. OK. Et là, vous voyez dans la boîte que j'ai ajoutée pour la courbe de tendance, ben, j'ai l'équation. Donc, j'ai la pente ici qui est calculée pour moi par Excel. J'ai l'ordonnée à l'origine. J'ai le R carré. Donc, on peut retrouver le R. Sinon, si vous voulez identifier ces valeurs-là, ces valeurs-là, c'est dur d'y faire référence pour un calcul. Il y a des formules qui existent. Vous avez juste à prendre pente. Et là, il faut aller sélectionner les Y. Donc, il faut recommencer un peu. Donc, la taille en premier. Il faut bien suivre ce qui est donné. Les X ensuite. L'ordre est important. Ensuite, vous voyez, la pente est ici, mais c'est exactement la même qui apparaît dans le graphique. Vous avez une formule aussi ordonnée à l'origine. Bon, je la ferai pas, là, c'est la même chose, les Y, les X, et ça va vous donner le 0.1376. Vous avez aussi une commande qui est coefficient de corrélation. Là, ici, l'ordre est pas important parce que pour le coefficient de corrélation, eh bien, ça change rien. L'ordre X et Y, ça donne la même réponse. Peu importe. Alors voilà, coefficient de corrélation ici de 0.80, vous voyez 98 là, 979. Si vous prenez la racine de la valeur qui est dans le graphique, ça devrait vous donner la même chose. Voilà, c'est tout pour le fonctionnement. Qu'est-ce que vous devez, les techniques Excel pour ça. Donc, ben voilà, c'est terminé.